Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, un film qui a vraiment marqué toute une génération, Matrix de 1999. Ah oui, une référence quasi universelle. Exactement. Et pour la plupart des gens, l'idée est assez limpide. C'est une grande allégorie sur l'éveil, la libération de la conscience. La pilule rouge, la pilule bleue. Voilà, le fameux choix entre une vérité, disons, difficile et une illusion beaucoup plus confortable. C'est vraiment le récit de l'émancipation par excellence. C'est l'image qu'on en a tous, oui. Mais est-ce que cette vision, aussi évidente qu'elle paraisse, est vraiment la seule? Aujourd'hui, on va plonger dans des sources qui secouent un peu cette certitude. Un peu, oui. On a notamment un article assez provocateur du blog Fréquence Soi qui propose une lecture carrément à contre-courant. Et à côté de ça, on a aussi des interviews des réalisatrices, les Wachowski, et puis un petit retour aux sources philosophiques. D'accord. Du coup, notre mission, c'est d'explorer ces tensions et de se demander si Matrix, loin d'être juste une ode à la liberté, ne serait pas une œuvre beaucoup, beaucoup plus complexe, voire contradictoire. Ce qui est fascinant ici, c'est justement de confronter ces différentes couches. On ne va pas juger la qualité du film, qui est, bon, elle est indiscutable. Non, bien sûr. On va plutôt s'intéresser à la guerre des messages qui se joue sous la surface. D'un côté, une analyse qui suggère une sorte de programmation pour nous garder bien sages. Pour maintenir le statu quo. Voilà. Et de l'autre, les intentions des artistes qui parlent d'une libération beaucoup plus intime, personnelle. C'est ce conflit-là qui est passionnant. Alors, commencerons par la thèse la plus dérangeante, celle de cet article, La face cachée de Matrice. Leur point de départ, c'est un personnage que tout le monde adore détester. Cypher, le traître. Le traître, évidemment. On se souvient tous de cette scène où il négocie son retour dans la matrice. Il est au restaurant avec l'agent Smith. Oui, il veut tout oublier et redevenir quelqu'un d'important, comme un acteur. Et surtout, Surtout, il veut manger ce bon steak. Même s'il le dit lui-même, il sait qu'il n'existe pas. c'est ça. Et l'article s'arrête là-dessus, sur sa motivation. En fait, ce n'est pas tant le steak qui l'intéresse, c'est le goût. Ah oui, C'est la nostalgie d'un confort perdu, d'une époque où l'ignorance était le bonheur. Il a goûté à la vérité et il l'a trouvée indigeste, littéralement. la pilule rouge a eu un sale goût pour lui. Exactement. Et c'est là que l'analyse bascule. L'article nous dit « Regardez objectivement ce que le film nous montre de la vie des éveillés. Et là, il faut bien le reconnaître, le tableau est sombre. Très, très sombre. C'est le moins qu'on puisse dire. On est loin de l'image d'une communauté libre et épanouie. La réalité hors de la matrice, c'est un cauchemar post-apocalyptique. Le monde est en ruine, il n'y a plus de soleil, la nourriture est une espèce de bouillie. Une bouillie sans saveur, voilà. L'article parle d'un coût proprement exorbitant à payer pour cette liberté. Dès que Neo est libéré, en fait, il n'est plus un homme libre, c'est un fugitif. En cavale perpétuelle. C'est ça? Et c'est le cœur de leur argument. Le film met en scène un contraste qui est brutal. Dans la matrice, oui, c'est une illusion, mais on a des appartements, des restaurants, de la musique. Une vie sociale, quoi? Voilà. Dehors, c'est la survie. La peur constante, le combat permanent, la méfiance partout. Même au sein du groupe des libérés, la trahison est possible. Du coup, le film associe directement au niveau du subconscient. De manière très puissante, oui. Il associe la vérité et la liberté à la misère, au danger, à la souffrance. Et ça amène l'article à sa conclusion, que les auteurs qualifient eux-mêmes de vicieuse. Oui, C'est que le message subliminal, celui que notre cerveau retiendrait malgré le discours héroïque, ce serait chercher à se libérer de la matrice n'est pas rentable. en gros, ça n'en vaut pas la peine. On devient un paria, on vit dans la peur, on finit par être trahi. La conclusion logique, presque instinctive, qui en découlerait, c'est mieux vaut un esclavage confortable qu'une liberté misérable. Et donc, le film serait une machine à renforcer le statu quo. Une lecture très noire, mais qui a sa propre logique si on s'en tient à ce que le film montre, factuellement. C'est l'idée que notre instinct de survie choisira toujours la sécurité, même illusoire. Exactement. Face à une liberté qui ressemble à un enfer. Ce fameux deal social qui consiste à fermer les yeux sur ce qui cloche pour ne pas perdre ses acquis, il se retrouverait validé par ce monument de la culture pop. C'est une idée assez vertigineuse quand on y pense. Carrément. D'accord, c'est une lecture fascinante et oui, très dérangeante. Mais est-ce qu'on est obligé de voir les choses comme ça? Justement, les réalisatrices, Lana et Lily Wachowski, elles ont dit autre chose. Absolument. Et cette autre lecture, c'est celle de l'allégorie transgenre. C'est une interprétation qui change tout.
Oui, Lily Wachowski l'a confirmé bien plus tard, en disant que c'était leur intention de départ, mais que le monde n'était peut-être pas prêt à l'entendre à l'époque. Et si on regarde le film à travers ce prisme, la perspective change du tout au tout. La libération n'est plus une révolution politique contre un système extérieur. C'est une transition personnelle. C'est une transition intime, oui, tout y est. La matrice, ça devient le carcan des normes sociales, ce monde binaire où on vous assigne une identité. Et ce sentiment de Néo que quelque chose ne va pas. C'est ce qu'on appelle la dysphorie de genre. La pilule rouge, ce n'est plus une pilule magique, c'est l'hormonothérapie, la première étape d'une transition. Le choix de son nouveau nom, Néo, c'est l'affirmation de sa nouvelle identité. D'accord. Mais alors, ce monde réel, si dur, si froid, comment il s'intègre dans cette métaphore AEJ? Ah, mais c'est là que tout bascule. La dureté du monde réel, ce n'est plus un message pour dire «ne le faites pas». Au contraire. Au contraire, c'est une représentation honnête, et même brutale, de ce que coûte une transition dans un monde qui n'est pas prêt à l'accepter. Donc la cavale perpétuelle, la peur, le rejet. Le rejet par certains proches, la nécessité de trouver une famille choisie, l'équipage du Nebuchadnezzar, tout ça fait directement écho au parcours de nombreuses personnes transgenres. Donc dans cette optique, la souffrance n'est pas un argument contre la liberté. Non, elle est la conséquence du chemin vers une liberté authentique. Ah oui, vu comme ça, le personnage de Cypher, le traître, il prend une toute autre dimension. Ce n'est plus seulement celui qui regrette la révolution. C'est celui qui n'a pas supporté le poids de sa transition, qui voudrait revenir en arrière, quitte à vivre dans le mensonge, pour retrouver un confort, une acceptation sociale. Et les agents, comme l'agent Smith, Qui s'acharne à appeler Neo par son ancien nom, Mr. Anderson. C'est la violence d'un système qui refuse de reconnaître votre identité, qui vous deadname, comme on dit. donc le message n'est plus «ne vous révoltez pas». Le message devient « Trouver votre vrai vous est un combat, mais ce combat vaut la peine d'être mené ». C'est un message d'espoir, de courage. On est aux antipodes de la première interprétation. C'est fou comme un même film peut porter deux messages aussi radicalement opposés. Et il y a encore une troisième couche, plus philosophique, plus ancienne. On ne peut pas parler de Matrix sans ça. L'allégorie de la caverne de Platon. Évidemment, c'est la référence le plus claire du film. Platon imagine des prisonniers, enchaînés, qui ne voient que des ombres sur un mur. Pour eux, c'est la seule réalité. Et si on en libère un et qu'on le traîne dehors, à la lumière du soleil? Sa première réaction, c'est la douleur. La lumière lui brûle les yeux, il est aveuglé, il souffre. Il pourrait même vouloir retourner dans le confort de l'obscurité. Donc pour Platon, la douleur, c'est une étape obligatoire, c'est même un bon signe en fait. Précisément. C'est la preuve qu'on quitte l'illusion, que nos yeux s'habituent à la lumière de la vérité. Et cette lecture philosophique, elle vient complètement invalider la thèse du premier article. Elle la retourne comme un gant. Totalement. La dureté du réel dans Matrix, ce n'est plus un argument pour rester dans la caverne. C'est la description platonicienne du processus même de l'éveil. Atteindre la connaissance, c'est ardu, c'est douloureux, ça nous arrache à nos certitudes. La récompense, ce n'est pas le confort, c'est la connaissance. C'est la connaissance elle-même. Ce qui est incroyable, c'est que ces trois lectures, le piège psychologique, l'allégorie trans et la relecture de Platon, elles s'appuient sur les mêmes scènes, les mêmes personnages, pour arriver à des conclusions diamétralement opposées. Exactement. Alors comment on tranche? C'est laquelle, la bonne interprétation? C'est peut-être la mauvaise question à se poser. Le génie d'une œuvre comme Matrix, c'est justement de fonctionner comme un miroir. Elle reflète les peurs, les espoirs de la personne qui la regarde. Chacun y voit ce qu'il est prêt à y voir. Un peu, oui. Quelqu'un de très critique envers la société y verra le piège psychologique. Une personne en quête d'identité y verra l'allégorie trans. Un philosophe y verra Platon. L'œuvre est assez riche pour nourrir tout ça. Donc, si on résume, on est face à une œuvre carrefour. On a une lecture, disons, sociopolitique, qui nous alerte « Attention, ce film pourrait nous programmer à la docilité ». En nous montrant que la liberté coûte trop cher. Une seconde lecture identitaire, qui nous offre une métaphore sur le courage d'être soi-même. Malgré l'hostilité du monde. Et une troisième, philosophique, qui nous rappelle que tout chemin vers la vérité est, par nature, difficile. C'est exactement ça. Et l'important, ce n'est peut-être pas de choisir un camp, mais de prendre conscience que ces messages coexistent, que les œuvres qui nous marquent sont rarement univoques. Le film pose la question « pilule rouge ou pilule bleue ?» Mais l'analyse de tout ça nous en pose une autre. Quel sens choisit-on de donner à ce choix? Voilà, c'est une excellente façon de le dire. Le film ne donne pas une réponse, il ouvre une conversation. Et ça, c'est peut-être la marque des grandes œuvres. Je pense, oui. Et pour finir, même l'article de Fréquence Soi, avec sa conclusion très sombre, il se termine sur une idée qui, je trouve, transcende un peu tout ça. Il pose une question finale,
qui nous renvoie à nous-mêmes. C'est-à-dire? La question n'est peut-être plus de savoir si on est esclave d'un système extérieur, d'une matrice. La vraie question, c'est « et si le plus grand esclavage était intérieur ?» Ah, Et si c'était, et là je cite la source, le besoin viscéral de l'être humain de demeurer l'esclave de tout ce qu'il a lui-même créé en esprit et dans son mental, afin de ne pas avoir à se renier lui-même. en d'autres termes, si notre plus grand geôlier, c'était nous-mêmes, notre attachement à nos propres illusions. Exactement. Une pensée sur laquelle je crois il vaut la peine de s'attarder.